Hello, hello tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode du MEF où je suis accompagnée de Shaina. Coucou, trop contente d'enfin te rencontrer. Ouais, enfin. 4 ans plus tard. Ouais, 4 ans. 4 ans plus tard. 4 ans. Je te laisse te présenter. Ouais. Parce que j'allais déjà dire, ouais, mais on s'est rencontrés comment déjà Je te laisse te présenter. Okay. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie, on veut tout savoir. Ok. Alors, hello tout le monde, je m'appelle Shaina, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en psychologie en 3e année maintenant. Je suis danseuse professionnelle et je suis la fondatrice du concept Jesmos. Voilà. Je vais être honnête. Moi, je t'ai invitée parce que je sais qu'on a souvent parlé de dépendance affective. Donc, du coup, je vous annonce le sujet en même temps. On a souvent parlé de dépendance affective ensemble. Je sais que tu as toi-même du vécu par rapport à ça. Tu as une expérience personnelle. Mais je ne savais pas que tu faisais de la psycho. C'est trop bien. Ouais. C'est pour ça qu'avant qu'on commence, tu me disais, ouais, j'ai cherché des termes et tout. Exactement. Ah, c'est parce que... Ok. Et pourquoi tu fais de la psycho ? En fait, c'est parce que en 2017... Oui, en 2017, en fait, j'étais en médecine. Et en fait, ça m'a pas plu du tout. Mais en fait, j'aime bien aller jusqu'au bout pour savoir si j'aime vraiment la chose. Du coup, c'est au second semestre en fait qu'il y a eu de la psychologie. D'accord. Et en fait, c'était un truc très vague, mais j'ai quand même kiffé. Et je me suis dit, arrête l'école pendant 1 an, travaille, fais des recherches sur la psy, parce que ça m'avait vraiment bien plu. Et après, c'est comme ça que je me suis inscrite. Je suis vraiment agréablement surprise. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est congolaise. Ouais. Et chez nous, les danseuses, elles sont très minimisées. Dans le sens où, après, je ne sais pas de quelle origine vous êtes vous, mais je vous explique un peu. Chez nous, les danseuses sont très mal vues. C'est des femmes qui, en général, pour les gens, n'ont pas étudié, n'ont pas de valeur. Mais en fait, de voir qu'une danseuse professionnelle, donc tu es passionnée de danse, et de l'autre côté, tu as quand même un bagage intellectuel. Je ne dis pas que moi, je le pensais aussi, mais c'est un bon exemple. Ouais. C'est vraiment un bon exemple. Mais même pour notre génération, tu vois, je sais qu'il y a plein de gens qui... lie l'art, la musique, la danse, au fait de ne pas forcément faire des études derrière. Donc, t'es inspirante. Je suis trop fière. Merci. Ouais, donc du coup, je disais qu'on va parler de la dépendance affective ensemble, qui est un sujet qui me tient à cœur particulièrement parce que je suis passée par là, moi-même, pendant très longtemps. J'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup stagné dans ma vie aussi à cause de la dépendance affective. Et je sais qu'on a eu à faire des échanges ensemble. Concernant ce sujet et je voulais qu'on en parle aujourd'hui, vraiment, tu vois, de façon très chill, posée. Et déjà, je voulais te demander ce qu'est pour toi la dépendance affective. Ok. Alors, attends, toi, t'es psychologue, on ne sort pas des termes. On va rester ça. Yes, please. Mais en gros, pour moi, si je dois être entre guillemets dans un langage commun, pour moi, la dépendance affective, c'est... comme en fait un sentiment, comment je pourrais dire ça ? D'abord, c'est quelque chose de propre à soi, parce que je pense qu'on est d'abord prisonnier de soi-même par rapport aux autres. Donc, c'est un sentiment un peu, comment je pourrais dire ? En fait, j'arrive plus à le matérialiser. Ouais, le matérialiser que de l'expliquer comme ça, parce que après chacun est différent. Donc, t'as des personnes, des fois, on va leur dire ça, mais pour eux, ils le sont pas, et vice-versa, quoi. Exactement. Ouais. Et si tu auras un exemple peut-être à donner ? Ouais. Un exemple, on va dire, on va pas aller dans l'amour direct, on va aller dans l'amitié d'abord. Merci. On va dire que, disons, dans l'amitié, on va toujours chercher l'accord de nos amis avant de penser à notre avis à nous. Et on va tout faire, en fait, pour, entre guillemets, vivre pour eux. Et en fait, eux sont le centre, en fait, de notre intérêt. Exactement. Donc, c'est-à-dire que là, disons... même si, disons, on va donner un exemple tout bête, une amie à moi, du coup, m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, au lieu de lui dire, je ne vais pas lui dire parce que j'ai envie de garder quand même la relation, quitte à ce que ça devient en fait malsain. Toxique. Mais tant qu'elle est là, moi, ça va et je vais tout faire pour qu'elle soit bien, mais moi, au détriment de mon bien-être. Voilà. Mais c'est exactement ça. En fait, la dépendance affective, comme on disait juste avant de commencer, c'est une sorte d'emprise. Mais en soi-même, tu vois. En fait, c'est même pas la personne en face de toi qui te tient. Tu vois, il y a des gens qui sont dépendants, qui souffrent de dépendance affective, mais qui sont même pas en face d'un pervers narcissique. Non, pas du tout. Parce que quand tu es en face d'un pervers narcissique, c'est lui qui te tient dans sa prison. Mais quand tu es dépendant affectif,
bah, tu t'es emprisonné en toi-même par rapport à ce que toi, tu te crées de l'anxiété. Par rapport à tes relations amicales, de couple, tu as toujours l'impression qu'on va te quitter. Tu as toujours l'impression qu'on va partir, que tu n'es pas assez bien. Et donc, du coup, tu t'efforces tout le temps, même quand il n'y a pas besoin, tu vois. Exactement. Je lisais un article la dernière fois qui disait que les gens qui souffraient de dépendance affective étaient des personnes qui se sacrifiaient énormément pour les autres. Oui. Et je te jure, je me suis reconnue dedans. Ouais. J'étais quelqu'un, je me sacrifiais tellement pour les autres. Et on me demandait un service. Je savais que je n'étais pas en capacité de le faire, mais je ne savais pas dire non. Un dépendant affectif ne sait pas dire non. Non, je ne peux pas, tu vois. Ouais. Parce qu'il a l'impression que je vais blesser l'autre. Après, il va dire que je ne suis pas assez bien. Il ira demander à quelqu'un d'autre et l'autre va le réussir et moi, je ne pourrais pas, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est un schéma psychologique hyper compliqué. Ouais. Mais est-ce que, selon toi, il y a une source à ça? Il y a une source à la dépendance affective? Oui, pour moi, il y a une source, en fait. En fait, la dépendance affective, elle ne sort pas comme ça d'un coup. Okay. Je pense que pour moi, c'est toujours dû à quelque chose, à un événement précis qui a fait développer cette chose-là. Par exemple, pour mon cas, moi, c'est parce que je n'ai pas grandi en fait avec mon père quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que j'avais qu'une figure maternelle. En fait, j'avais une figure maternelle et une figure paternelle en une personne. Okay. Et c'était une femme, donc ma mère. Okay. Donc, c'était un peu compliqué d'avoir, en fait, cet aspect-là de père, parce que il n'était pas là. Donc, j'ai commencé, en fait, à moi, tout faire pour que ma mère aille bien quand elle n'allait pas bien. Enfin, je me sacrifiais un peu plus, parce que déjà, je suis l'aînée aussi. Donc, j'étais petite, mais pour moi, c'était normal en fait de ne pas trop penser à moi et plus penser, par exemple, à mon petit frère parce qu'on n'était que deux là et à ma maman. Et j'ai grandi en fait dans ce schéma-là. Et j'avais en fait, il n'y avait pas quand je grandissais, que ce soit au collège ou au lycée, j'avais jamais eu de copains. Donc pour moi, c'était bizarre vu que c'était un peu la génération et tout. Je disais c'était bizarre et tout. Et en fait, même au collège. J'étais dépendante affective, pardon. Et en fait, tout ce que les personnes me faisaient, d'une certaine manière, ça me faisait du mal, mais je restais quand même. Et pour moi, c'était normal. Yes. Pour moi, c'était complètement normal parce que c'était ma normalité, en fait. Donc, ouais. Tu sais que tu as relevé un point. J'ai observé, tu vois, les gens autour de moi, j'ai beaucoup lu sur la dépendance affective et j'ai l'impression qu'il y a plus de chances qu'un aîné soit dépendant affectif que les autres. Oui. Ça, c'est trop bizarre. Oui. Et c'est un peu lié au fait que les aînés, on a un problème avec la peur du rejet, de l'abandon. Dans le sens où, quand tu es l'aîné, surtout chez nous, les Noirs, on met beaucoup de pression sur toi, il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Donc, tu as toujours envie de faire plaisir à tes parents. C'est ça. À un tel point que tu t'oublies, tu vois. Ouais. Moi, je sais que dans mon enfance, j'ai souvent fait des choix ou dit oui à des choses parce que je savais que ça plairait à mes parents, mais pas forcément à moi, tu vois. C'est ça. Ouais. Et en fait, parce que tu es l'aîné, parce que tu as envie que tes parents t'approuvent, tu vois, par rapport à toutes les attentes qu'ils ont sur toi. Et au final, ça crée cette dépendance affective. Ouais. Et d'autant plus quand tu vis dans un système monoparental, tu vois. C'est ça. Moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai jamais vraiment très bien compris pourquoi, justement, quand il n'y a qu'un seul parent, tu vois, il y a justement ce plus grand pourcentage, tu vois, de chances d'être dépendante affective. Peut-être parce qu'en tant qu'enfant, on a l'impression que l'autre parent nous a rejetés, c'est ça. Je crois. Oui. On a été abandonnés. C'est exactement ça. C'est peut-être ce sentiment d'abandon. Des fois, on ne comprend même pas, je crois. C'est ça. C'est le sentiment d'abandon. Tu te sens... En fait, seul, tu te dis pas, en fait, en tant qu'enfant, on va pas se dire que, disons, papa ou maman est parti parce que la relation avec le parent n'était pas bon. Nous, on va se dire, il est parti parce qu'il nous aime pas. Okay. Logiquement. Bizarre, en tant qu'enfant, un enfant va pas aller loin dans sa réflexion. Pour lui, c'est il est pas là. Il m'aime pas, il nous aime pas, il aime pas maman, donc il aime pas, il m'aime pas moi. Donc exactement. c'est complètement logique pour un enfant et en fait il grandit avec ça et surtout quand on est enfant, c'est là que les choses se construisent, c'est là qu'une parole ou un moment de la vie, une circonstance va être gravée en lui. Yes. C'est pour ça que l'enfance en fait c'est vraiment la partie la plus importante dans le développement d'un enfant parce que sinon en fait
même si l'enfant va oublier, ça reste. Yes, il y a le terme l'enfant intérieur. C'est ça. Ouais. C'est que ça reste dans le subconscient et en fait, ça va commencer à se manifester, à aller entre guillemets. Bon, là, c'est un petit cours de psycho. Ça va se manifester un peu dans les... Non, mais je pense que ça va parler aux gens qui vont nous suivre parce qu'on est dans une génération, malheureusement, où il y a énormément de troubles psychologiques. Mais tellement. Et tu sais que, au final, c'est pas que c'est normalisé, mais comme on a grandi avec et comme aussi, pour la plupart d'entre nous, nos parents, tu vois, n'ont jamais eu conscience de la présence justement de ces troubles, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de recul, on sait pas que c'est pas bien notre façon de voir les choses, tu vois. Ouais. Ce n'est que quand tu commences à te cultiver, quand tu, par exemple, sur les réseaux sociaux, je sais qu'on parle beaucoup de troubles psychologiques, mentaux, que tu dis, ah, mais en fait, moi, je suis comme ça. En fait, ça, c'est pas bien, tu vois. Ouais. Et malheureusement, il y a que comme ça. Donc, non, au contraire, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, ce qui m'a toujours perturbée quand j'ai compris ce qu'était la dépendance affective, c'est ça commence dans l'enfance, donc ça débute très jeune, mais ça vient s'imprégner dans la vie d'adulte et surtout dans les relations amoureuses, surtout, tu vois. Et c'est surtout dedans qu'on souffre le plus, tu vois. Mais pourquoi ? Pourquoi dans l'amour, en fait ? Parce que pour moi, l'amour, c'est entre guillemets la base de tout. Okay. Et là, quand je parle d'amour, c'est pas que les relations amoureuses, mais l'amour avec un grand A, c'est la base de toute chose. Et à partir du moment où, quand tu es un enfant et que l'amour qu'on t'a donné n'était pas vraiment, était sain, mais quand même dans un environnement malsain, ça reste malsain, pour toi, cet amour avec un grand A va être un malsain, va être un amour malsain. Donc, tu vas en fait aller vers la chose que tu connais le plus facile parce que c'est simple. L'amour sain, c'est inconnu pour toi, donc tu vas pas y aller, c'est pas logique. Exactement. Donc, tu vas aller dans quelque chose que tu connais. Donc, c'est fort ce que tu dis. C'est fort. Mais quels sont pour toi les signes d'une personne qui est dépendante sur le plan émotionnel, sur le plan affectif ? Sur le plan émotionnel, je dirais le manque d'estime de soi, cette anxiété continuelle qui par exemple, disons, je vais t'envoyer un message, tu ne me réponds pas au bout de 10 minutes, 20 minutes. Et là, je me dis, mais pourquoi elle ne me répond pas ? Ça se trouve que j'ai fait un truc. Non, mais c'est pas normal. Attends, je vais la relancer. Et tu vas essayer d'harceler la personne pour comprendre pourquoi la personne ne te répond pas, alors que juste peut-être la personne, elle dort. Exactement. Mais c'est qu'il va y avoir une anxiété, en fait, qui est tellement haute qu'après, ça va créer d'autres choses encore. Et ce sentiment, en fait, de... Comment dire ? Comment je pourrais dire ça ? Tu te sens un peu inutile si l'autre ne te regarde pas. Exactement. Donc, tu vois pas la valeur que tu as. Déjà. En dehors du prisme de l'autre. C'est ça. Mais les réseaux sociaux sont venus accroître ce truc. Dans le sens où il y a des gens qui lorsqu'ils postent un truc ou une photo et qu'ils ne reçoivent pas assez de j'aime, ils se sentent nuls. Tu vois ? Et Instagram a compris ça. Donc, il a fait le truc pour masquer les j'aime, tu vois, pour essayer un peu d'atténuer, tu vois, ce côté, tu vois, psychologique où tu es très à cran sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Mais malgré ça, tu vois, moi, je connais des gens autour de moi qui ne vivent que pour ça, tu vois. Qui ne vivent que pour, là, il faut que je prenne une photo, non, mais attends, il faut qu'elle soit comme ça, et il faut que je la poste comme ça, il faut que j'écrive ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, en fait, c'est de la dépendance affective, et ça se comment je pourrais dire ça ? Ça se manifeste de plein de manières différentes, tu vois, malheureusement. C'est pour ça que les articles, en fait, les grands articles sur la dépendance affective, c'est bien, mais il y a tout le temps des symptômes, des fois, qui se créent. Exactement, comme il y en a, en fonction de l'environnement exactement, aussi. c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est quand même un truc de fou de maintenant se dire que maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est de masquer les j'aime parce que maintenant, le nombre fait la valeur de quelqu'un. Exactement. C'est triste, mais même des fois, moi, ça peut m'arriver aussi. Des fois, je vais voir, je dis non, mais cette histoire des réseaux sociaux, tu sais que ma cousine, elle est partie se faire coiffer chez une fille, une coiffeuse d'Insta, comme on les appelle. Et elle me dit que la coiffeuse, elle lui a
Elle l'a grave mal accueilli, déjà de 1. De 2, elle a mis son casque pendant qu'elle a coiffé. Donc, pas de bonjour, pas de conversation et tout et tout. Et moi, je lui dis, non, mais moi, je suis souvent allée me coiffer chez elle et tout. Mais elle est super gentille. Ma petite sœur, tu sais ce que ma petite sœur, elle a dit? Elle m'a dit, non, mais parce que toi, t'as Women Confidence, t'as une page. J'ai dit, quoi? J'ai dit, j'ai même pas de 4000 abonnés, qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a dit, non. Bah, aujourd'hui, quand t'as une page, bah, les gens, ils te respectent plus. C'est pour ça que quand tu veux faire une réservation chez un prestataire, faut passer par quelqu'un qui a une page. Or, j'étais choquée. Mais c'est la réalité. Tu vois, la valeur des gens, elle dépend de son nombre d'abonnés, de son nombre de j'aime, tu vois, l'interaction qu'il y a que tu crées toi par rapport à ton contenu, et malheureusement. Oui, et ça commence à te mettre dans une dépendance bêtement. Exact. On va pas dire que c'est quelque chose qui crée un trouble, mais pour certaines personnes, ça peut commencer à se créer partir des réseaux sociaux. C'est ça qui est triste un peu. Ouais, ça accroît plein de choses. Ouais. Je suis sortie du sujet. Je demandais des signes. Moi, j'en ai même pas donné, mais je crois que tu as tout dit. Mais il y a aussi, comme j'ai dit au tout début, tu vois, le fait de se sacrifier pour les autres. Ouais. Genre, tu sais, moi, j'étais arrivée à un niveau dans ma vie, Shaina, où je disais, moi, j'aime les gens ne m'aiment pas. Alors que c'est faux. C'est juste que toi, tu te donnes trop pour les autres. Les autres connaissent leurs limites. Toi, tu connais pas tes limites. Tu vas au-delà de tes limites et tu attends que les autres outrepassent leurs limites pour que ce soit égal, tu vois. Alors que non. Bah oui. Et j'ai tellement souffert de ça. À un moment donné, je me suis dit, oh, gros, on se calme. Hein. Ouais. Tu fais comme tu peux. Si tu peux pas, tu fais pas. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'un dépendant ne peut pas entendre, tu vois. Jamais. Je peux pas faire, mais je vais tout faire pour le faire, tu vois. Moi, je connais des gens qui se sont endettés pour les autres. Tu vois, qui se sont endettés de grosses sommes pour les autres, qui ont, tu vois, à un tel point parce que t'as envie d'être utile, t'as envie d'être aimé, t'as besoin de sentir ce sentiment d'appartenance, tu vois, dans un groupe d'amis. Surtout ça. Ouais. C'est compliqué. Surtout, le sacrifice, ça, c'est quelque chose qui est, je dirais même dangereux. Parce que si je parle, moi, de mon expérience, quand j'étais plus jeune, en fait, je gagnais très, très bien pour mon jeune âge. Donc, j'avais 18-19 ans. Et en fait, on me demandait de l'argent, mais je le dépensais. Je le dépensais, jusqu'à ce que des fois, je me retrouve à des découverts. Mais des gros découverts. Et ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais de tout ton argent? Ah et je ne pouvais pas lui dire, on me demande, donc je donne. Mais, et pour moi, en fait, c'était bizarre de dire non, parce que si je disais non, on allait dire, c'est une radine, elle est comme ça, elle fait ci. Et en fait, je me faisais des films alors qu'il n'y avait vraiment pas lieu d'être. Il n'y avait pas lieu d'être. C'est ton argent, en fait. C'est ce qu'on oublie quand on est dépendant affectif. On oublie que c'est mon temps, c'est mon argent. C'est moi, en fait. Tu vois, je ne le fais pas pour les autres à la base, c'est moi d'abord. En fait, être dépendant affectif, c'est le fait de s'oublier, tu vois. Tu t'oublies et c'est ça le plus difficile. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller à une personne qui, aujourd'hui, se reconnaît dans ce qu'on dit pour sortir de la dépendance affective? Toi, comment tu as fait? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai d'abord parlé. Et j'ai commencé à un peu regarder, en fait, sur Internet. Je mettais des phrases bêtes, vraiment des phrases, en fait, comme si je me confiais à Google. Okay. Et en fait, des fois, ça me ramenait à la dépendance affective, mais je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est en disant que je me suis retrouvée sur plein de points et sur plein de choses. Et surtout que je faisais du journaling. Donc, c'est-à-dire que même si j'étais dans ma dépendance, en fait, j'écrivais tout. Et je me disais, mais c'est pas normal, en fait. Ouais. En fait, tu relisais? C'est ça. Ma raison me disait que, qu'est-ce que tu fais? Regarde, t'écris, tu prends conscience des choses, mais t'en sors pas. Mais t'en sors pas, exactement. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé déjà à cutter, en fait, cutter la relation avec la personne en question pour vraiment, moi, être dans un vide. Parce que sans cette personne, en fait, pour moi, j'étais plus rien. Pour moi, je n'étais plus rien. Donc, je me suis dit, moi, je suis une fille un peu comme ça. J'aime bien me challenger bêtement. Même quitte à avoir mal. Non, mais c'est bien. On parlait de ça avec Jemima dans le premier épisode. Ouais. Et on disait que c'est important de s'auto-examiner, de s'auto... Je sais plus le mot. Il y avait un autre mot. Je sais plus c'est quoi. Une introspection? Ouais, mais il y avait auto devant. Mais c'est pas grave, ça va venir. Et surtout, moi, je disais que aussi, c'est important de se retrouver dans le vide, dans le silence, pour pouvoir s'introspecter.
et savoir où tu en es. C'est ça. Et ben moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé en fait à danser. C'est bizarre à dire, mais j'ai commencé à danser d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avant, j'ai commencé avec... quand j'étais plus petite avec le jazz, avec le hip-hop. Donc le hip-hop, c'était très garçon. On me disait souvent d'arrêter de danser comme une fille parce que voilà, il fallait danser un peu comme un mec. Et en fait, c'est pendant le premier confinement en 2020 que j'ai commencé en fait à m'intéresser à la danse. On appelle ça le heels dance, donc la danse en talons quoi. Et il y a des, en fait, c'est vraiment une discipline où j'ai commencé à apprendre certaines bases, à m'intéresser vraiment à cette discipline. Je prenais des cours en direct sur Instagram. Quand c'était le confinement, du coup. Ouais, il y avait plein de lives, ouais. Du coup, je commençais vraiment à m'intéresser à cette danse-là et j'ai commencé en fait à aimer ce que je voyais parce que, entre guillemets, je dansais comme une fille. D'accord. Donc, en fait, c'est à partir de là que quand j'étais vraiment enfermée, donc cette personne ne pouvait pas me voir. Et moi aussi, vu que me calculez pas, j'étais entre guillemets seule. Et tu t'es découverte. Et c'est ça, j'ai commencé à me découvrir, j'ai commencé à voir en fait que cette Shaina-là, en fait... c'est une Shaina qui est forte. Et c'est une Shaina qui vit même sans cette personne. C'est ça. Mais après, je suis retombée. Voilà. C'est bien que tu le dises. Parce que, en fait, le fait de retomber n'efface pas tes premiers efforts. C'est ça. Tu sais, c'est pas parce que tu as monté 10 marches, tu as trébuché à la 11e, que tu retombes jusqu'en bas. Tu vas pas forcément... Et en fait, c'est ça le plus important. Donc, je suis contente que tu le dises. Et aussi contente que... tu évoques le fait de t'être enfermée, de t'être découverte. Parce qu'en fait, c'est par là que ça commence, la libération, la délivrance de la dépendance affective. En fait, moi, c'était à peu près pareil que toi. Moi, j'ai découvert ma passion pour l'écriture, pour transmettre l'information. Et c'est comme ça aussi que je suis sortie d'un cycle toxique de dépendance. Donc, prenez vraiment le temps de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, surtout, ce que vous aimez, pour pouvoir sortir de toute dépendance. En fait, c'est que quand on est face à soi-même qu'on peut, en fait, savoir qui on est, ce qu'on vaut et ce qu'on peut faire. C'est vraiment important. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à dire. Ouais. Mon mot de la fin, ce serait que personne ne viendra vous aider. C'est vous d'abord qui devez aller vers la direction de votre aide, on va dire. Parce que dans ce monde-là, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses trucs. Mais quand tu es blessé, il faut que tu ailles vers quelqu'un. Et c'est cet effort-là qui va te sauver. C'est ce petit premier pas, ne serait-ce que juste envoyer un message ou bien en parler, même vaguement. C'est ça qui va déjà débloquer tout le cheminement qu'il y aura après. Et surtout, faites ce que vous aimez. Vraiment, faites ce que vous aimez parce que c'est, entre guillemets, aussi dans la passion qu'on arrive à se découvrir, qu'on arrive à voir certaines caractéristiques, des fois, qu'on ne voit pas dans le quotidien de notre vie. Donc, vraiment, allez chercher de l'aide et commencez à trouver une passion ou à vous découvrir. Se découvrir, c'est important. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Oui. Merci pour tout ce que tu nous as appris parce que vraiment... c'était profond en fait. On a fait court, précis, profond. C'est parfait. Minus Mabanga. Je remercie d'abord toutes les personnes qui ont suivi la vidéo. Merci à vous. Merci à toi, Shaina. Merci à toi. Merci à Richel, le cuisinier des images. Merci au vestiaire de Gigi. Eric Lema Junior, l'habilleur des stars, l'habilleur des chics. Et enfin, merci au LFL Studio, le studio des pros, le studio des stars.